Il y a à peu près un an, Laurence Fontaine était venue nous présenter son roman policier Noir dessin en vert terrible, son très bon roman policier, et revient cette fois-ci avec un roman que je trouve encore meilleur, qui est L'Arme rouge sur Belfast. Oui. Vous êtes lilloise, je crois, d'origine ? Toujours, oui, ça n'a pas changé depuis le premier. Oui. Vous êtes édité au fin fond de la Bretagne ? Toujours aussi, oui. Ce qui montre quelquefois que les éditeurs du fin fond de la Bretagne produisent de meilleurs livres que les éditeurs parisiens. Oui, c'est possible. Ça arrive, ça arrive. Même assez souvent, je crois. Bon, et donc, votre roman est toujours situé en Irlande comme le premier ? Oui, exactement. Oui, pas au même endroit et pas dans une même période de temps, mais c'est toujours l'Irlande. Un autre lieu de l'Irlande. Et c'est toujours, grosso modo, un policier. On viendra ensuite sur l'appellation policier, mais enfin, c'est présenté comme un policier. Oui, voilà. Oui. Disons que c'est un roman à intrigue. Globalement, il y a une intrigue. Il y a une intrigue, de type c'est ça. Énigme policière. Bon, voilà. Alors, je vais indiquer le sujet, vous me direz si je me trompe, mais je ne vais pas aller trop loin, bien sûr. Donc, Chris est le fils officiel d'un député britannique influent. Oui, c'est ça. J'ai raison, ça va. Et il découvre que son vrai père n'est pas donc ce député britannique, mais c'est Lorcan Flynn, célèbre tueur de l'IRA. Voilà, oui. Voilà résumé. Oui. Résumé le début. Alors, une séduisante violoniste irlandaise, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, rassurez-vous, Hazel. On pense comme ça ? Non, on prononce Hazel. Hazel, on va dire Hazel. On en apprend des choses. Oui, oui. Donc, l'entraîne à enquêter en Ulster et en Ayr sur la mort mystérieuse de Lorcan, donc le père de Chris. Voilà. Alors, on ne peut pas aller plus loin dans le récit, ça sera plein de rebondissements. On a déjà dit beaucoup de trop. De trop, peut-être, oui. Ça sera plein de rebondissements, plein d'énigmes secondaires, mais on s'arrête là. Bon, alors, on peut dire que votre livre est composé de deux éléments, les caractères sont différents. Nous avons d'une part le récit vu du point de vue de Chris, qui joue surtout le rôle de narrateur, d'une certaine manière. Oui. Et puis nous avons intercalé le journal de Lorcan. Le journal de Lorcan relate des faits qui sont déroulés dans les années 80. 80, oui, c'est ça. C'est ça. 85, tandis que ce qui arrive à Chris se passe de 2008. Fin 2008 et début 2009. Début 2009, oui. C'est ça, voilà. Il y a 20 ans d'écart à peu près entre les deux récits. Bon, donc on ne peut plus parler davantage de l'intrigue, je crois. Puisque... Si, on peut dire qu'elle est construite de manière par morceaux, par fragments, entrecoupés, entrelardés, en quelque sorte. Voilà, construction très savante, en fin de compte. Disons que ça permet, ça m'a surtout permis de mettre en parallèle deux destins très différents, celui du père et du fils, justement, et puis aussi de pouvoir avoir une vision un petit peu plus vaste de cette période très tourmentée de l'Irlande, de l'histoire de l'Irlande, parce que vous avez parlé de l'Irlande, mais enfin, c'est vrai qu'une bonne partie de l'intrigue se noue en Irlande du Nord, qui est, sur le plan historique, assez différente et en même temps très similaire à l'Irlande du Sud. Donc c'est surtout, l'idée c'était ça, c'était de pouvoir mettre en abîme un petit peu des destins parallèles qui se rejoignent parfois. Mais en même temps, il y a vraiment une construction par palier ou par pan, on passe de l'une à l'autre, et vous avez fait exprès, par exemple, le journal de Lorcan qui relate les affaires les plus anciennes, il manque des pages, on les retrouve après, donc ça crée vraiment une impression de rupture très forte. Ça, c'est dramatiquement un procédé aussi. Oui, c'est-à-dire que je voulais vraiment donner la priorité en quelque sorte au récit qui se déroulait pendant la période la plus intense du conflit nord-irlandais, et donc l'idée c'était de rendre les choses les plus à la fois les plus romanesques mais aussi peut-être les plus dramatiques dans cette partie-là du récit, et le fait de laisser en suspens une partie de ce journal et de n'en faire que des petites séquences au long du parcours actuel, c'est-à-dire celui se déroulant en 2009, ça permettait de doubler en quelque sorte le suspense, de faire deux fois du suspense. Enrichit les choses. Puis ça crée des perspectives. Ça pousse aussi à se poser des questions sur l'identité même des personnages. Hazel, qui est Hazel, la construction fait qu'on se pose des questions. Oui, j'ai fait aussi un peu une construction en miroir, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène un peu de miroir déformé entre le présent et le passé, et entre les personnages qui se croisent et qui existent dans le passé et ceux du présent. D'ailleurs, ils ont quelquefois des points communs
commun, et tous d'ailleurs ont un point commun que vous n'avez pas signalé, mais qui joue son rôle, comme un petit peu d'ailleurs dans le premier roman, c'est la musique, puisqu'ils sont tous plus ou moins liés au niveau de la musique, sont tous des musiciens, tous des artistes en quelque sorte. Dans la construction dramatique, ça ne joue pas de rôle, mais les effets de miroir, on les retrouve jusqu'à la fin, puisque les 2 derniers chapitres sont des chapitres en miroir. Oui, absolument. C'est la même histoire qui se reproduit, ou tout au moins la même émotion intense qui est revécue à 20 ans à peu près. Disons que je voulais rendre surtout le côté justement très émotionnel de cette période et de ce moment de l'histoire irlandaise, et le meilleur moyen c'était peut-être de multiplier les personnages, mais en même temps de leur donner justement ce côté un petit peu jusqu'au boutiste ou extrême dans leurs sentiments et dans leurs émotions. Oui, c'est encore autre chose de leur côté extrême. Oui, alors, vous venez de le dire, de nombreux personnages, mais certains sont particulièrement attachants, et ceux qui sont particulièrement attachants, ce sont souvent des personnages doubles. Oui. Lorcan, par exemple, est un tueur, et un tueur même assez violent, notamment le meurtre de Priscilla Coolidge. Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu, ou bien c'est trop déflorer l'intrigue? Je ne sais pas, disons... Enfin, si je voulais présenter ce personnage, je dirais que c'est un personnage très idéaliste à la base, mais qui, par idéalisme, va être amené à commettre des faits réprochables pour le moins, c'est-à-dire des meurtres, mais toujours animé d'une sorte d'idéal, mais cet idéal va se retrouver perverti face au contact de la réalité. Donc, notamment, l'élément clé, c'est précisément ce meurtre, mais c'est vrai que si on développe un peu, ça risque de dévoiler un peu trop l'intrigue. Vous dites à un moment, pour le héros, la vie est sans rêve, on ne peut pas rêver, et le principe de réalité détruit tout. C'est en quelque sorte, oui. C'était un peu l'idée de base que j'avais. C'était une idée un peu double. Je me disais, comment un personnage qui a vécu dans un pays différent, très différent, qui est l'Angleterre, peut comprendre le passé qui est celui d'un père qu'il n'a pas connu. Donc déjà, première question, comment appréhender le fait d'être le fils d'un exécuteur, de quelqu'un de très violent, alors qu'on l'ignore. Et puis, d'autre part, ce personnage, le personnage de Lorcan, donc qui est le personnage du terroriste de l'IRA, comment faire en sorte qu'il soit justement en même temps animé à la fois d'un idéalisme, et que cet idéalisme soit perverti par la réalité. Comment on peut, je dirais pas survivre, mais ne pas abdiquer humainement parlant sur certains points, sur certains plans, devant la violence de la réalité. Ouais, c'était ça. Il y a un affrontement réalité idéale, quoi. Voilà, exactement. Oui, c'était bien l'idée de départ, en tout cas. Voilà. Oui, alors ce Lorcan, qui est un tueur féroce, et abondant, d'ailleurs, il commet plusieurs meurtres, a une toute autre facette. Alors j'ai envie de vous lire, dans son journal, il écrit « Je faisais peau avec ce monde, le seul auquel j'ai jamais appartenu, ma famille, mon unique patrie, là où il n'y avait plus ni armes, ni frontières, ni bombes, ni guerre, je devenais... Là, et vous écrivez là en grande majuscule, la danse. C'est un danseur hors pair. Oui, il est à la fois effectivement musicien, il est danseur aussi. Violoniste, Violoniste, oui. Et donc en même temps, il y a toujours un peu cet aspect du bien et du mal que j'ai voulu réadjecter dans l'histoire, mais avec peut-être un peu plus de nuance dans cette histoire-ci. C'est-à-dire en mettant peut-être plus en avant l'action violente, mais en montrant aussi qu'on peut très bien être violent et en même temps avoir des passions artistiques à côté. Est-ce que la musique et la danse, surtout qu'il danse, n'est pas justement une expression autre de la violence qui est en lui? Oui, aussi, oui. Parce que la musique peut aussi, ou la danse, a aussi un effet catalyseur des émotions, comme la violence. Et il y a une rivalité avec un autre danseur qui n'est pas du même bord et qui explique, en fin de compte, le meurtre dont on parlait tout à l'heure. Oui, puisque l'un est catholique, l'autre est protestant, donc effectivement, il y a un affrontement sur le terrain de la culture qui est un enjeu, entre autres. Il y a eu des enjeux politiques à ce conflit en Irlande du Nord, mais il y a aussi eu des enjeux culturels, et même la culture était en même temps le flambeau de la violence, parce que c'est une révolution et une réaction, une insurrection plus exactement. Les Anglais, par euphémisme, disent que c'était les troubles, mais c'est un euphémisme, bien entendu, il faut le comprendre comme ça. Mais en réalité, c'était une insurrection populaire, et cette insurrection populaire est extrêmement liée à
justement au flambeau porté par la culture, autant sur le plan de la danse que sur le plan de la musique, que sur le plan aussi littéraire, avec des références à des héros littéraires des révolutions de 1916, c'est-à-dire antérieures, et qui ont permis l'indépendance de l'Irlande du Sud. Donc beaucoup de choses aussi de cet ordre. Tout à fait. Et la musique, en fait, elle entre dans cet univers de violence. Ce qui est curieux, d'ailleurs, c'est qu'il y a un danseur qui est brillant, c'est Lorcan, qui est protestant. Il y en a un autre qui est tout aussi brillant et qui est catholique. Lorcan est catholique. Pardon, c'est l'inverse. Pardon. Lorcan est catholique. Mais enfin, ce qui est clair, c'est qu'ils sont dans deux camps opposés et qui partagent cependant la même culture. Tout à fait, oui. Ce qui est arrivé effectivement très fréquemment, même dans des moments de la vie quotidienne, ils pouvaient très bien se retrouver dans le même pub et avoir des oppositions et ensuite se tirer dessus et commettre des crimes au nom de leur propre cause qui était opposée, qui n'était pas la même. Là, on entre dans vraiment la schizophrénie profonde des personnes. Oui, c'est-à-dire que c'est peut-être la schizophrénie d'un pays entier, en fait. Et qui est donc forcément celle des personnages, bien sûr. Pour essayer de rendre un peu la réalité. D'où la difficulté de saisir les personnages qui vivent ça. Comme l'héroïne Hazel, elle paraît un peu atteinte de ce mal. C'est-à-dire que... vous l'écrivez d'ailleurs, vous dites je la dévisageais, elle me parut à ce moment-là aussi belle et pourtant aussi éloignée que possible de la femme que j'avais rencontrée à Londres, comme si deux personnes avaient toujours cohabité en elle sans jamais se croiser. Alors elle, c'est une violoniste hors pair, magistrale, mais elle joue Bach, elle. Elle joue pas la même musique. Elle ne joue pas la même musique. C'est pas de la musique irlandaise. Elle est capable d'en jouer, mais l'essentiel, c'est Bach. Elle s'est orientée vers la musique classique, oui, certainement. Et aussi, elle a vécu une partie de sa vie aux États-Unis. Elle a vécu en exil. C'est une virtuose internationale. C'était une façon de mettre à distance un passé assez douloureux, justement. Et elle revient à la découverte de ce passé, en fin de compte. Oui, bien sûr, oui, parce qu'il est resté des points d'interrogation et l'enquête est menée un peu en filigrane par elle. Enfin, c'est elle qui est l'instigatrice. Les femmes sont souvent les instigatrices en général, finalement, de certaines actions. De recherche du passé comme ça, c'est plus rare. Non, c'est surtout en Irlande. Les femmes ont une part assez particulière dans l'histoire irlandaise. Donc, Hazel représente en fait vraiment une Irlandaise avec la mentalité. Un modèle de la révolution, parce qu'il y a quelques personnages féminins très importants, très emblématiques des révolutions irlandaises, qui sont des femmes et qui ont comme ça des tempéraments quelque part peut-être très masculins aussi, mais en même temps très. Et elles restent très féminines. Très prêts à défendre leur point de vue. Mais est-elle un personnage noir ? Oui, moi je dirais que peut-être, mais pas elle spécifiquement. Peut-être pas elle. Non, Lorcan est un personnage noir. Lorcan est plus noire qu'elle. Elle est d'ailleurs un peu. Elle fait presque. Elle est un peu éthérée. Oui, elle fait presque. Elle appartient à l'univers des légendes plutôt que. Oui, c'est peut-être plutôt comme ça qu'on peut l'apercevoir. Oui. Bien, restons sur cet univers de légendes et faisons une pause.